Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et Franck Ferrand revient aujourd'hui sur le destin du 40e président des États-Unis, Ronald Reagan. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Il est vrai qu'en nos temps actuels, où les chefs d'État charismatiques se font rares, disons-le, l'exemple de Reagan donne à réfléchir. Et pour nous aider à faire le bilan de cette longue présidence, j'ai convié à nous rejoindre un grand spécialiste des États-Unis, puisqu'il s'agit d'André Caspi. Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. J'imagine que Ronald Reagan a été président des États-Unis pendant presque toute la décennie 1980. Nombreux sont ceux qui savent qu'il avait fait une carrière à Hollywood et qu'il avait été non seulement acteur mais un des syndicalistes du cinéma, on y viendra bien sûr. Ce qu'on ignore généralement, c'est qu'il a d'abord et peut-être surtout été un homme de radio et de télévision, un animateur, une sorte même de VRP télévisé, ça c'est un aspect assez méconnu. Et puis, ce qu'on ignore encore davantage de ce côté-ci de l'Atlantique, mais qui est très connu de l'autre bien sûr, c'est qu'il a été un homme politique très actif pendant très longtemps, bien avant de devenir le président des États-Unis. Il était né en février 1911, ce Ronald Wilson Reagan. Oh, il faut l'imaginer, on est dans l'Illinois, une toute petite bourgade du nord-ouest de l'Illinois qui s'appelle Tampico. Il était le deuxième fils de John Edward Reagan, un homme d'origine irlandaise qui était un employé dans un magasin. Son fils dira de lui que c'était un catholique de belle stature avec un fort penchant pour l'alcool, mais des talents de conteur inégalés. Et Ronald Reagan écrira plus tard, il était devenu président à l'époque, « De mon père, j'ai appris la valeur du travail et de l'ambition, et peut-être 2 ou 3 choses utiles sur la façon de raconter une bonne histoire. De ma mère, j'ai appris la valeur de la prière, des rêves, et à croire que je pouvais les réaliser. » Il y a quelque chose du rêve américain, évidemment, dans la destinée de Ronald Reagan. Cette mère, elle s'appelait Nell Wilson Reagan, elle était protestante, d'origine anglaise et écossaise, et elle va sans doute transmettre à son fils certaines dispositions pour le théâtre aussi. Quant à la façon de raconter les histoires, vous savez que ça finissait par agacer beaucoup les différents gouvernants de la planète, puisque Ronald Reagan passait son temps, en toutes circonstances, et notamment dans les sommets internationaux, à raconter une bien bonne, comme il disait. À 9 ans, le petit Ronald déménage avec ses parents à Dixon, toujours dans l'Illinois. Il fréquente une école publique, il va y rester 12 ans. Il suit des cours d'économie et de sociologie au collège Eureka de l'Illinois. Il sera diplômé à 21 ans et il s'intéresse au sport, ça c'est évident, comme beaucoup de jeunes Américains, vous me direz, et à la comédie, ça c'est beaucoup plus spécifique. Il a une vraie passion pour la comédie, or il a, disons-le, un physique de jeune premier, avec sa grande taille, il est mince, un très grand sourire, un éclat particulier dans le regard. Alors, évidemment, c'est pas pour autant qu'il va commencer tout de suite une carrière d'acteur. On le voit au volant d'une vieille Oldsmobile chercher de l'emploi dans la région. Et finalement, dans l'Iowa, à Davenport, l'Iowa c'est tout à fait voisin de l'Illinois, il tombe sur un bonhomme qui lui propose de couvrir un match de football pour la station de radio locale. Ça s'est fait un peu comme ça, vous savez, c'est ce genre de carrière qui naît un petit peu par hasard. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, bien sûr, la radio naît avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, la télévision n'existe pas. Tout le monde écoute la radio et notamment les matchs de football américain, qui sont très populaires. Reagan va devenir commentateur sportif pour cette station de Davenport. Or, il est tellement excellent que bientôt il est recruté par la maison mère de cette station de radio et ça va être pour lui le début d'un métier de commentateur sportif qu'il va exercer pendant 5 ans. À 25-26 ans, sur les recommandations d'un ami, il va profiter d'un voyage de l'équipe de baseball des Chicago Cubs, près de Los Angeles, pour aller faire un petit essai à la Warner Bros. Il n'est pas le seul à le faire, ça n'a rien de très particulier à l'époque. Imaginez des dizaines de milliers de jeunes Américains et Américaines qui vont faire des bouts d'essai, puisque le cinéma est en pleine, c'est l'âge d'or d'Hollywood, bien entendu, et on essaie et on se dit pourquoi pas moi. Le petit bout d'essai que fait Ronald Reagan est concluant. Il décroche comme ça son premier contrat d'acteur. Ça va durer 7 ans. C'est le début de sa carrière cinématographique. Alors,
Néanmoins, il a un air particulier. C'est vrai qu'il est grand, beau et souriant, mais en même temps, il a un petit côté, petit côté paysan. En tout cas, il est condamné à jouer ce qu'on appelle les country boys, vous savez, les enfants du pays, le provincial un peu idéal, si vous voulez. Et ça, dans des films dits de série B. D'ailleurs, il y a une revue hollywoodienne qui le surnomme à l'époque Errol Flynn de série B, vous voyez. Il va jouer quand même dans King's Row, Crime sans châtiment, en 1942. Ça, c'est sans doute son meilleur rôle. Il va néanmoins, pendant les 27 années où il tournera, il ne change jamais véritablement de registre. Il jouera quand même dans 53 films où il ne dépasse jamais le statut de second rôle. Néanmoins, c'est un second rôle qui compte et qui compte d'autant plus que, et ça a été peut-être c'est d'abord la nature de Ronald Reagan et son ambition, mais c'est aussi peut-être son coup de génie, si je puis dire, c'est qu'il est entré dans le comité de direction de la Screen Actors Guild, qui est le très puissant syndicat des acteurs d'Hollywood, et il va faire une véritable carrière plutôt dans le syndicat des comédiens plus que devant les caméras. Il fait à cette époque une rencontre importante, puisqu'en 40, il va épouser l'actrice Jane Wyman, qu'il avait rencontrée sur un de ses films, Brothers Rat. Leur fille Maureen naît quelques mois plus tard, et ils adopteront plus tard un garçon, Michael, quelques années plus tard. Entre-temps, les États-Unis entrent en guerre. Ronald Reagan est appelé pour un service actif dans l'armée au titre de second lieutenant. Il est écarté du front en raison de problèmes de vue. Ça, c'est ce qui était officiellement inscrit sur ses états de service. La vérité, semble-t-il, c'est qu'il avait une peur bleue en avion. Ça n'aide pas, évidemment. Et jusqu'à la fin de la guerre, Reagan va être affecté à la First Motion Pictures Unit, c'est-à-dire le service cinématographique de l'US Air Force à Los Angeles, une unité qui produit beaucoup de films de propagande, bien entendu, destinés essentiellement d'ailleurs à un public militaire. L'unité en question va tourner 400 films au total. À la fin de la guerre, Ronald Reagan revient en studio, il réintègre le fameux comité de direction de son syndicat, la Screen Actors Guild, et mieux que ça, en 1947, il prend la présidence du syndicat. Or, n'oubliez pas qu'en 1947, la guerre froide a commencé et que ça va bientôt être la chasse aux sorcières. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Ronald Reagan. Ronald Reagan est donc à la présidence de ce très puissant syndicat des comédiens de Hollywood, un des 3 grands syndicats. Or, on est en pleine guerre froide, je vous le disais, et il y a un sénateur républicain de Wisconsin qui va beaucoup faire parler de lui. C'est évidemment Joseph McCarthy, qui va créer la commission des activités anti-américaines, dont le but est d'aller débusquer les militants ou les sympathisants communistes, qui sont considérés littéralement comme le diable dans les États-Unis de l'époque. Or, Ronald Reagan collabore totalement, il participe, il coopère à cette chasse aux sorcières, il fait partie de ceux qui, sans tomber dans l'hystérie McCarthyiste d'ailleurs, car on n'aura jamais pu trouver un seul document où on le trouve. Vous savez, il y en a qui sont allés très loin dans les accusations, etc. Lui, non. Mais en tout cas, il prend ça très au sérieux et il va aider McCarthy dans sa croisade. Or, c'est grâce au McCarthyisme qu'il va rencontrer sa seconde épouse. Il faut vous dire que en 48, la politique prenant de plus en plus de place dans sa vie, il a divorcé de sa première épouse. Or, là, Metro-Goldwyn-Mayer lui avait confié la mission de s'intéresser à une des jeunes actrices de la compagnie, de la Major, qui s'appelait Nancy Davis. Or, on suspectait cette Nancy Davis d'avoir un peu plus que des sympathies pour le Parti communiste. Et donc, il fallait la suivre d'une certaine manière. Ronald Reagan se rapproche d'elle, il apprend à la connaître et se rend compte qu'en fait on s'est trompé de Nancy Davis, il y a eu un problème d'homonymie tout simplement, et que la jeune femme en question non seulement n'est pas communiste, mais qu'elle est même conservatrice bon teint. Il finira par l'épouser le 4 mars 1952. Quelques mois plus tard naîtra Patricia Ann, le premier enfant du couple, et suivra un autre enfant, Ronald Jr., en 1958. On ne peut pas dire que les opinions de Ronald Reagan, en dehors de cette croisade McCarthyiste, soient très déterminées à l'époque. Il est démocrate, il ne faut pas l'oublier, il est même membre du Parti démocrate, il déploie beaucoup d'énergie, mais
il n'a pas d'engagement politique déterminé. On est là en 54, il a 43 ans, déjà 50 films à son actif, et c'est à ce moment-là que la General Electric va l'appeler pour lui offrir un poste incroyable, puisqu'il s'agit de la préparation d'une émission télévisée hebdomadaire, une émission du dimanche soir qui s'appelle General Electric Theater. C'est une sorte de grande émission publicitaire comme on pouvait en faire à la télévision à l'époque. Il ne faut pas oublier ce que c'est que General Electric, c'est un géant industriel qui emploie 250 000 personnes dans les 50 États de l'Union. C'est une société qui est un petit peu le symbole de l'American Way of Life, le mode de vie américain, fondé sur l'abondance, la facilité, avec notamment une amélioration du mode de vie de l'Américain moyen qui lui permet d'avoir une maison, une voiture, des appareils électroménagers, bien entendu, c'est ce qui intéresse la compagnie. Bref, Ronald Reagan va devenir le présentateur de l'émission, mais au-delà, il devient une sorte d'ambassadeur de la marque. C'est très important pour lui. D'abord, c'est un très gros contrat, 175 000 $ par an, le plus gros contrat de la télévision à l'époque. Et ça va permettre à Ronald Reagan d'entrer, si je puis dire, dans les foyers américains. C'est très très essentiel comme histoire. Sur toute la fin des années 50, début des années 60, c'est un petit peu le téléshopping d'aujourd'hui, mais un téléshopping dans lequel on vous présenterait des variétés, des artistes, enfin, etc. Vous voyez, c'est très regardé comme programme. C'est évidemment un excellent tremplin pour qui voudrait se lancer dans une véritable carrière politique. Or, c'est peu dire que Reagan est à l'aise dans ce rôle d'animateur télé. Il est extrêmement drôle, présent, il sait faire, quoi. Il a ce don incontestable. Et pendant des années, on va le voir sillonner le territoire américain pour donner des conférences et promouvoir les aspirateurs, les plaques de cuisson, enfin bref, tout ce qui fait la force de General Electric. Toujours pas d'opinion vraiment tranchée à cette époque. Il s'adresse à des foules quand même où il se met à faire des grandes déclamations sur la libre entreprise, sur un certain nombre d'excès de l'État. Faut pas oublier qu'on est dans le welfare state qui est en train de gagner, cet État-providence aux États-Unis à l'époque, sur le besoin de réduire les impôts. Ça devient même une ancienne. Il répète ça régulièrement, comme s'il était presque déjà candidat à une primaire. Vous voyez, dans son autobiographie, Nancy Reagan écrit « Cette expérience allait se révéler très précieuse pour le genre de vie que nous aurions plus tard et dont nous n'avions alors pas la moindre idée. » Reagan, néanmoins, n'ose pas encore vraiment franchir le pas. Il va falloir attendre 1962 puisque, après 262 épisodes et 8 ans d'émission le dimanche soir, Ronald Reagan se trouve être viré, si vous me passez l'expression, fired. Il est renvoyé par General Electric. Kennedy est au pouvoir à l'époque. Reagan a eu des problèmes avec le Parti démocrate. Il rallie le Parti républicain dès 1962. Il ne faudrait pas croire pour autant que son limogeage soit la seule raison qui l'ait amené à changer de camp. Je vous ai dit tout à l'heure que Nancy Reagan, sa seconde épouse, était conservatrice bon teint. Elle est la fille d'un neurochirurgien qui lui-même est homme politique, qui est un ultra-conservateur, et c'est lui qui va convaincre son gendre de s'engager en politique et de s'engager cette fois du côté républicain. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Il a été commentateur sportif, acteur, présentateur télé. Vous nous racontez, Franck Ferrand, le destin de Ronald Reagan. Ronald Reagan qui désormais donc s'est engagé dans le parti républicain. En 1964 à la présidentielle, le candidat républicain c'est Barry Goldwater évidemment, et c'est une campagne très conservatrice qui est menée à l'époque où l'on prône une réduction radicale du budget, tout ce qui est prestations sociales, etc. Révocation de la loi contre la discrimination raciale en matière de logement, etc. Voilà ce qui est prévu dans le programme de Goldwater, et l'on peut dire que parmi ceux qui défendent le candidat républicain qu'ils défendent avec talent, Ronald Reagan se fait bientôt remarquer. Le 27 octobre 64, il va prononcer devant toutes les caméras de télévision un discours qui est resté important. Il avait intitulé « A Time for Choosing », c'est l'heure du choix, si vous voulez. Et voilà ce que dit Ronald Reagan dans ce discours. « J'ai le sentiment que nous ne pouvons fonder nos espoirs d'avenir sur la prospérité. Aucune nation dans l'histoire n'a jamais survécu à une ponction fiscale qui atteindrait 1/3 du revenu national. Or, à l'heure actuelle, sur chaque dollar gagné dans ce pays, 37 cents vont au percepteur, et pourtant notre gouvernement continue à dépenser tous les jours 17 millions de dollars de plus qu'il ne reçoit dans ses coffres. En 34 ans, notre budget a été 28 fois déficitaire. » Et Ronald Reagan ajoute
Croyons-nous que nous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes ou allons-nous abandonner la révolution américaine et admettre qu'une petite élite intellectuelle installée dans une lointaine capitale puisse mieux décider de nos vies que nous ne le pourrions nous-mêmes? C'est un discours qui est parfaitement reçu par les Américains. Alors, Goldwater va être battu, et quand je dis battu, à plate couture, c'est même une des pires défaites du parti républicain, mais on n'a pas négligé Ronald Reagan, on l'a repéré dans cette élection, il s'est fait connaître, il va d'ailleurs publier son autobiographie, il faut dire qu'il a l'âge pour le faire, car il a quand même un peu de bouteille, Reagan, même s'il est tout nouveau en politique. Où est l'autre partie de moi-même, s'appelle ce drôle d'ouvrage. Et on peut dire que c'est le moment où il choisit d'arrêter sa carrière cinématographique, seulement maintenant. C'est-à-dire que c'est au moment où il s'est lancé vraiment dans la politique qu'il arrête de tourner des films. Le 8 novembre 1966, il est élu gouverneur de Californie, toujours sur des thèmes très conservateurs, bien entendu, il ne faut pas oublier qu'on est en Californie. C'est une surprise cette élection en même temps. Lui, l'ancien comédien, devenu tard sur la scène politique, le voilà qui va battre avec presque 1 million de voix d'avance le sortant démocrate Pat Brown, qui briguait un 3e mandat dans l'État le plus peuplé de l'Union. Et à partir de là, on peut dire que tout va très vite. Dès 1967, on se demande si Reagan ne sera pas candidat aux primaires républicaines pour l'élection présidentielle qui vient. D'ailleurs, US News and World Report pose la question, Ronald Reagan sera-t-il en tête des aspirants républicains à la candidature présidentielle de 1968 ? Eh bien, Reagan va se présenter à l'investiture républicaine pour cette présidentielle, mais vous savez qu'il sera battu par Richard Nixon, qui devient président des États-Unis. Le gouverneur de Californie, Reagan, termine son second mandat en 1975. La seule véritable ombre au tableau sur ces 2 mandats qu'il vient d'effectuer, c'est le 15 mai 1969, ce jour-là, pour disperser une manifestation d'étudiants sur le campus de Berkeley. Reagan a envoyé la garde nationale. On a appelé ce jour le Bloody Thursday, le jeudi noir, le 2e en l'occurrence. Et il faut dire qu'un étudiant qui s'appelle James Rector a été tué par balle. Ronald Reagan n'en est pas moins candidat à la présidentielle en 1976. Il va perdre les primaires face au président intérimaire sortant. C'est celui qui avait remplacé Nixon, évincé par le Watergate, Gerald Ford. C'est lui qui emporte cette consultation interne au parti. Et il va devoir s'incliner à l'élection présidentielle devant Jimmy Carter, qui l'emporte au nom des démocrates. Et le 13 novembre 1979, Reagan, qui ne perd pas espoir et qui devient de plus en plus important au sein du Parti républicain, il est devenu un petit peu une sorte de mascotte du parti d'ailleurs. Il est de nouveau candidat à l'investiture. Il va l'emporter et cette fois, il est donc candidat il est le challenger, il est candidat face au président sortant, Jimmy Carter, qui a beaucoup à se faire pardonner des Américains. On sort de l'affaire de l'Iran, de la prise d'otage. On est en plein d'ailleurs même dans la prise d'otage de l'ambassade américaine, vous savez. Finalement, c'est donc Ronald Reagan qui est élu. Il est élu à l'âge de 69 ans, s'il vous plaît. Il n'est plus du tout question là de parler de carrière au cinéma. Il n'empêche que Ronald Reagan va continuer à se comporter, même à la Maison-Blanche, un petit peu à la manière d'un comédien. Il a toujours ce don extraordinaire pour parler à la télévision ou à la radio. Il n'hésite pas à porter un chapeau de cow-boy dans certaines circonstances, vous savez. Et il est, à ma connaissance, le seul président des États-Unis à avoir son étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood, parce qu'après tout, on peut être président et avoir été comédien. Bonjour André Caspi. Avec vous, nous allons revenir sur cette carrière et nous allons voir maintenant ce qu'a fait Reagan une fois élu et une fois installé à la Maison-Blanche. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et le 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, est notre grand portrait d'aujourd'hui. Vous recevez Franck Ferrand, le professeur émérite à la Sorbonne. André Caspi, auteur de Les Américains, un ouvrage en 2 volumes paru aux éditions du Seuil. Alors André Caspi, il y a énormément à dire sur ce personnage. Je me rappelle, moi j'étais tout jeune, évidemment, quand le président Reagan a été élu, mais on rigolait beaucoup dans les cours de récréation. On disait cette fois, les Américains sont tombés fous, ils ont élu un acteur à la présidence des États-Unis. C'est la preuve que les Français étaient mal informés. Voilà. Ils étaient mal informés parce que, comme vous l'avez très bien rappelé, Ronald Reagan, devenu président, est en fait un homme politique qui, depuis une bonne quinzaine d'années, occupe le premier plan de l'actualité américaine. Et je crois que d'avoir été gouverneur de Californie pendant 8 ans,
C'est quand même la preuve qu'il a su gérer l'une des économies les plus fortes du monde à cette époque. Car si la Californie avait été indépendante, si elle n'avait pas fait partie des 50 États des États-Unis, la Californie serait la 7e puissance économique du monde. Et je crois que dans ce cas-là, Ronald Reagan a fait largement les preuves de son formidable charisme d'abord, comme vous l'avez rappelé, et puis aussi de ses talents d'organisateur. Il est arrivé à un moment où le virage se faisait vers ce qu'on a appelé depuis l'ultralibéralisme, avec en Grande-Bretagne Margaret Thatcher qui devient Premier ministre en 1979 et donc Ronald Reagan qui accède au pouvoir en 1980. Il est entouré d'un certain nombre de conseillers, on parle toujours de l'affaire, etc., mais d'un certain nombre de conseillers qui sont pour la réduction drastique des dépenses sociales. En fait. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, à cette époque-là, il y a un conflit sur le plan économique entre les partisans de la demande et les partisans de l'offre. Et l'économiste que vous venez de citer, c'est-à-dire l'affaire, est champion de l'offre. C'est-à-dire, il dit ce qu'il faut avant tout, c'est favoriser le développement des affaires et grâce à la croissance économique, eh bien, on pourra redistribuer, mais d'une manière naturelle, les bénéfices qui seront acquis. Et ce que l'on peut dire, au fond, c'est qu'on arrive au bout de l'histoire du welfare state. Et d'autant plus que, aussi bien au temps de... Donc, l'État-providence. Oui, l'État-providence, mais aussi bien au temps de Lyndon Johnson, c'est-à-dire entre 1964 et 1969, qu'au temps de Carter, c'est-à-dire de 1977 à 1981, le welfare state a donné lieu à un certain nombre d'exagérations. Les journalistes citent ceux qui en profitent sans en avoir véritablement l'utilisation, et en tout cas le mérite. Et tout cela fait qu'il y a une réaction au sein de la société américaine contre le welfare state. Et évidemment, Ronald Reagan en profite. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est qu'à cette époque-là, il y a un changement également qui s'opère. Les partis sont moins importants que les hommes. Et c'est la raison pour laquelle un homme comme Ronald Reagan peut l'emporter, parce que précisément, il est plus fort, plus populaire encore que le Parti républicain. Il faut dire qu'en face de lui, il a un homme qui est devenu singulièrement impopulaire, c'est le président Carter, qui est un peu devenu une bête noire pour beaucoup d'Américains et qui va ne pas être un concurrent très sérieux dans l'élection présidentielle de 80. Certes, mais il est quand même le président sortant. Oui. Alors, du fait qu'il est le président sortant, il a une longueur d'avance. Non seulement on peut lui reprocher les excès du welfare state, mais c'est qu'en 1979, les soviétiques envahissent l'Afghanistan, oui. Les États-Unis restent inertes, Quoi. et puis d'autre part, entre 1979 et 1981, 50 otages américains sont retenus à l'ambassade des États-Unis à Téhéran pendant 444 jours, et malgré les efforts de Carter, ces otages ne sont pas libérés. Ils ne seront libérés d'ailleurs que quelques jours après l'intronisation de Ronald Reagan, et sans doute, grâce à des négociations secrètes qui ont été menées par les républicains avec les Iraniens. Quand vous dites par les républicains, ce serait Henry Kissinger, ce serait des gens comme ça qui seraient à l'origine du... Vous savez, je vais vous répondre un peu comme Charles Pasqua. On ne peut pas tout dire. Oui, c'est ça, oui. Et on ne peut pas toujours tout savoir. Et on ne peut pas tout savoir non plus, d'ailleurs. Alors, le président Reagan se fait connaître, si je puis dire, à l'échelle mondiale par cette libération spectaculaire des otages à Téhéran. Et puis aussi, il y a cet attentat qui manque de lui coûter la vie quelques mois seulement après son élection. Oui, alors c'est un attentat qui est en effet traumatisant, non seulement bien sûr pour celui qui en est la victime, mais pour les Américains, parce que cela rappelle les attentats des années 60. Kennedy assassiné en 1963, Kennedy, même, on peut dire, oui. Le frère Robert Kennedy assassiné en 1968, Martin Luther King assassiné également en 1968, c'est-à-dire qu'au fond, les Américains se demandent si la série va continuer. Alors Ronald Reagan, lui, échappe. Il échappe de peu. Il est touché au poumon. Il est touché, il est hospitalisé. Il plaisante d'ailleurs sur son lit d'hôpital, parce qu'il faut toujours plaisanter. Il plaisante toujours, oui. Mais au fond, ça lui donne une dimension encore supplémentaire. C'est l'homme qui a échappé au terror. Enfin, ce n'est pas un terroriste, parce qu'à vrai dire, c'est un illuminé là pour le coup. C'est un illuminé qui voulait s'approcher d'une actrice. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, mais ça lui donne une dimension supplémentaire parce que c'est le président qui a échappé à la mort.
Alors le président des États-Unis est le plus âgé de l'histoire des États-Unis quand même. Oui. À cette époque, il a 70 ans donc, et il a face à lui des gens qui sont nettement plus âgés encore. Ce sont les espèces de vieillards du Kremlin de l'époque. On est à la fin de l'Empire soviétique. On ne le sait pas encore, bien entendu. Il y a énormément de caciques et de dinosaures, si je puis dire, à Moscou. Le président Reagan va leur tenir tête et bientôt il va reprendre l'avantage dans la course aux armements. Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que les vieillards de l'Union soviétique ne sont pas élus. Non, certes. Enfin, ils sont élus peut-être par le comité central Oui, ou par le Politburo, très mais on ne peut pas appeler ça indirectement, une oui. élection. Et d'autre part, Ronald Reagan sera réélu en 1984, c'est-à-dire à l'âge de 73 ans. Et encore plus vieux en somme que lorsqu'il a été élu pour la première fois. Oui, il leur tient tête tout simplement avec un raisonnement qui consiste à dire, eh bien, puisqu'il s'agit d'une course aux armements, faisons la course aux armements, ne nous laissons pas distancer, montrons notre force et on verra bien si l'Union soviétique est capable de nous suivre. Or, il se trouve que l'Union soviétique s'essouffle, qu'elle est incapable d'imiter les Américains et encore moins de les devancer, et par conséquent, Ronald Reagan prépare la négociation inévitable sur le désarmement, au moins sur le désarmement nucléaire, entre Moscou et Washington. Et c'est en ce sens qu'il a joué un rôle déterminant dans, je ne peux pas dire l'établissement de la paix, mais en tout cas dans une sorte de coexistence, et une coexistence où les deux superpuissances savent très bien que ni l'une ni l'autre ne peut l'emporter sur l'autre. Il faut rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier et on ne voit plus les choses que d'un peu loin avec le recul, mais il faut rappeler qu'à l'époque, le président Reagan interpellait quand même la bonne conscience mondiale par un certain nombre de déclarations ou d'interventions. Il avait fait notamment une gaffe lors d'une émission radiophonique. On n'a jamais su si c'était volontaire ou pas. Enfin, il a fait semblant de lancer la guerre atomique quand même dans un studio de radio. Ça, oui, c'est... on disait que le micro était ouvert et qu'il ne le savait pas. Ouais, enfin bon, en tout cas, ça, je me rappelle que ça a donné... Il faut se méfier des micros ouverts. N'est-ce pas, oui. Ça a donné des sueurs froides un peu quand même à la planète entière, cette histoire. Et puis, il y a l'histoire du Nicaragua, etc. Il faut dire que la politique étrangère des États-Unis, notamment sur le continent américain, est musclée à l'époque. Hein. Elle est musclée et en même temps, elle est prudente. C'est-à-dire que, par exemple, Ronald Reagan, qui avait envoyé des troupes au Liban, n'hésite pas à les retirer après un attentat qui a fait d'ailleurs beaucoup de morts chez les Américains, sûr, oui. Et chez les Français, Bien sûr, oui. puisque les deux attentats sont conjoints. Et d'autre part, il intervient, c'est vrai, sur l'île de la Grenade, mais il soutient Margaret Thatcher dans l'affaire des îles Falkland, c'est-à-dire des îles Malouines. Tout cela, en somme, pour vous montrer qu'il a une certaine énergie, une poigne. Mais il ne souhaite pas, bien évidemment, qu'il y ait un nouveau Vietnam. Il ne veut pas, en somme, que les Américains se plongent de nouveau dans une sorte d'engrenage dont ils ne parviendraient pas à sortir. Au fond, il est très fort en parole, il est très fort sur le plan du réarmement, mais ce n'est pas un interventionniste comme ont pu l'être, par exemple, John Kennedy ou même Lyndon Johnson. Avec le recul, on sait maintenant que ce qu'on a appelé l'initiative de défense stratégique, c'est-à-dire cette histoire de bouclier spatial, a été si l'on peut dire, le défi de trop pour les soviétiques. Ils se sont cassés les dents dans cette affaire et c'est une des causes majeures de l'effondrement de l'Empire soviétique. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'aujourd'hui, on peut tous rendre hommage à Ronald Reagan. Mais est-ce qu'à l'époque, son but n'était pas d'abord et avant tout d'encourager les industries d'armement américaines, comme c'est souvent le cas des présidents américains? Alors, il a encouragé les industries d'armement et en même temps, en dépensant beaucoup d'argent dans l'armement, il a contribué à relancer l'économie américaine. Et c'est là le paradoxe. Parce que cet homme qui défend l'idée que l'offre est beaucoup plus importante que la demande et que l'intervention fédérale ne doit pas l'emporter sur l'initiative privée. Pour résumer, qu'il faut que l'État se désengage le plus possible. Eh bien, c'est ce même homme qui a assuré, en somme, grâce à ses dépenses auprès des industries d'armement, qui a assuré le renouveau de l'économie des États-Unis. Et qui, de ce fait-là, d'ailleurs, a accentué le déficit des États-Unis. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Ronald Reagan avec votre invité, le professeur émérite à la Sorbonne, André Caspi.
Alors, nos auditeurs réagissent, bien entendu. Alors, certains n'aiment pas du tout Reagan, il faut le dire. C'est Eric, notamment, qui me demande de rappeler qu'il considérait le sida comme une punition de Dieu. Il y avait un certain rigorisme moral à la Maison-Blanche à l'époque, il faut le dire. Oui, parce qu'il faut bien se rappeler que Reagan soutient le moral des Américains en leur montrant que l'Amérique est de retour, America's back. Mais en même temps, il soutient la morale. Il est conservateur. Voilà, oui. Et il n'est pas très religieux lui-même, à titre personnel. Non, il n'est pas très religieux. S'il va à l'église, non plus à l'église catholique, parce qu'il est converti au protestantisme, mais s'il va à l'église ou au temple, c'est uniquement pour faire plaisir, d'abord à sa femme et ensuite à ses électeurs. Puis n'oubliez pas d'ailleurs qu'il est divorcé. Eh oui, donc du point de vue de la morale, relatif, chrétienne, il a quand même des choses à se faire pardonner. Mais ce qui est important, c'est qu'il essaye en somme de soutenir les causes conservatrices sur le plan moral. Donc il est hostile par exemple à l'homosexualité, il est hostile à l'avortement. Très clairement. Alors que l'avortement a été reconnu par la Cour suprême des États-Unis en 1973. Il est hostile également à cette proposition d'un amendement qui définirait l'égalité entre hommes et femmes. Il pense que cette égalité va de soi, mais qu'il n'est pas nécessaire de la mettre dans la Constitution des États-Unis. Donc de ce point de vue-là, c'est un conservateur, incontestablement. Mais en même temps, dans sa vie personnelle, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment très conservateur. Il est un peu indifférent, mais sa femme veille. Et voilà, il y a sa femme qui est toujours en vie. C'est-à-dire que Nancy Reagan a joué un rôle important pendant la présidence. Elle avait un bureau, bien sûr, à la Maison-Blanche, et elle veillait de très près aux nominations, aux décisions que pouvait prendre le président, et elle participait activement. Alors, il y avait, disons-le, beaucoup de glamour à la Maison-Blanche du temps des Reagan, un peu comme du temps des Kennedy. On avait renoué avec cette tradition-là, des grandes soirées, des bals extraordinaires, avec notamment l'ami de toujours, c'est-à-dire Frank Sinatra, qui était là systématiquement. Oui, bien sûr, parce que Nancy Reagan, aussi bien que Ronald Reagan, sont des gens de Hollywood. Ah oui. Ce sont aussi des Californiens, enfin ils sont devenus Californiens. Donc ils fréquentent naturellement cette société-là. Et Frank Sinatra fait partie de leurs amis, même si c'est une fréquentation qui par certains côtés pourrait être douteuse, mais il n'empêche que c'est leur société. Voilà. Quels sont les rapports qu'entretient le président Reagan avec les grands de ce monde à l'époque? Je pense notamment à Margaret Thatcher et à François Mitterrand. Margaret Thatcher, c'est la grande amie. Enfin, c'est celle qui comprend tout. Entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan, je peux pas dire qu'il y ait une histoire d'amour. Maggie et Ronnie, il s'appelait. On peut pas dire qu'il y ait une histoire d'amour parce que Nancy Davis surgirait brutalement pour me démentir. Mais enfin, disons qu'il y a une concordance des idées. Ils sont exactement sur la même longueur d'onde. Donc, c'est une période justement qui est marquée par cette amitié anglo-américaine. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y ait une hostilité particulière entre Ronald Reagan et François Mitterrand. Au contraire, je crois. Non, mais simplement, dans un premier temps, lorsque Ronald Reagan était venu en France, et notamment au château de Versailles, il a certainement été ébloui par le château, mais en même temps, on se demandait du côté américain si François Mitterrand était vraiment le bon président qui convenait à la France, parce que il y avait dans le gouvernement de François Mitterrand quatre ministres communistes. Oui. François Mitterrand a dû le rassurer. Et d'ailleurs, les ministres communistes ne sont pas restés longtemps. Mais ça veut dire que, si vous voulez, après ces hésitations, les deux hommes ont retrouvé un consensus qui leur permettait de coopérer, d'autant plus que la résistance de François Mitterrand à l'encontre de l'Union soviétique s'appuyait sur la résistance de Ronald Reagan. Le fameux discours du Bundestag. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut dire concernant cette histoire de l'Union soviétique que l'attitude de Ronald Reagan et de son administration, parce qu'il n'y a pas que le président, bien sûr il y a toute l'administration derrière, a été en deux temps. Dans un premier temps, ils ont distancé les soviétiques dans cette fameuse course à l'armement grâce à l'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles, etc. Et dans un deuxième temps, il y a eu un certain nombre de mains tendues par Ronald Reagan au nouveau chef du Parti communiste de l'Union soviétique qui était Mikhail Gorbatchev à l'époque. Oui, parce que les vieillards dont vous parlez ils sont morts. Et voilà. Et après Brejnev, c'est Gorbatchev. Et Gorbatchev... un peu après, parce qu'il y en a eu deux entre les deux. À partir de 1985. C'est-à-dire, Gorbatchev, au fond, c'est l'homme de la perestroïka. C'est l'homme qui essaye de trouver des accommodements avec l'Occident. Et par conséquent, c'est le temps de la négociation. Mais c'est aussi un temps où Ronald Reagan n'hésite pas à prononcer des paroles fortes. Lorsqu'il est à Berlin et qu'il voit devant lui le mur, il demande que ce mur soit détruit. Et on est
à quelques moments de 1989. Ça veut donc dire que lui aussi, il a prévu qu'un jour ou l'autre, le mur de Berlin disparaîtrait. Alors, je ne veux pas en faire une sorte de devin du XXe siècle, mais ce que je voudrais simplement souligner, c'est le rôle important de Ronald Reagan dans le désarmement de l'Europe et du monde, et en même temps, ce désarmement est obtenu grâce à la course aux armements. C'est cela, en somme, qui est paradoxal. On peut dire qu'il y a une différence de ton et d'allure entre le président du premier mandat, 1980-1984, et celui du deuxième mandat, 1984-5-1989. C'est-à-dire que le président Reagan va s'amollir un peu avec le temps, non? S'adoucir. Alors, il va s'amollir, il va aussi vieillir. Il faut reconnaître les choses comme elles sont, parce que les premières traces de la maladie d'Alzheimer se manifestent déjà à cette époque-là. Il y a notamment un célèbre discours vers la fin de son mandat. Il est dans le bureau ovale, et il fait un discours, et là, il chevrotte. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier non plus que dans ce second mandat, les partisans de Reagan ont pris l'habitude du pouvoir, et il y a des pratiques qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Avec quelques scandales à la clé, le fameux Iran Gate, il faut bien dire un mot. Donc ça veut dire que tout cela annonce la fin du règne. Il n'empêche que si en 1989, Ronald Reagan avait voulu se présenter à un troisième mandat, ce qui lui est interdit par la Constitution des États-Unis. Et alors qu'il est très âgé, là, maintenant. Alors qu'il est très âgé, puisque en 1989, il a 78 ans. Oui. Bon, eh bien, je suis certain que les Américains l'auraient réélu. Parce que à ce moment-là, sa popularité a atteint un sommet. Et je suis certain aussi que si George Bush, le vice-président, et il s'agit bien sûr de George Bush, le père, oui, bien sûr. Si George Bush, le père, vice-président, est devenu président des États-Unis en 1989, c'est grâce à la popularité de Ronald Reagan. Et aujourd'hui, Ronald Reagan... Qui n'a fait que 3 apparitions dans la campagne présidentielle, mais qui ont été des triomphes, évidemment. Oui, mais c'était pas nécessaire d'en faire davantage. C'est-à-dire, le fait même d'avoir été le vice-président de ce président si populaire pendant 8 ans, tout cela, en somme, incitait les Américains à penser qu'il fallait continuer. Alors, évidemment, George Bush n'a pas pu avoir un deuxième mandat, mais pour d'autres raisons. Mais il n'empêche Il était très loin d'avoir le charisme de son patron, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Mais il avait beaucoup plus d'expérience politique. Mais il n'empêche que, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Ronald Reagan, c'est un véritable mythe aux États-Unis. Mais la preuve, puisqu'on fait une pièce de monnaie à l'effigie de sa femme, quand même. Et ça n'a plus aucun rapport avec le Ronald Reagan que l'on a connu en 1979. Donc, vous voyez, il y a un changement qui s'est opéré grâce à ces 2 mandats successifs de Ronald Reagan. Il y a eu en quelque sorte une mythification du personnage, incontestablement. Alors, il a quitté tranquillement le pouvoir sous les acclamations, il faut le dire, avec cette cérémonie, notamment ce départ, comme les Américains savent le faire, jusqu'au bout. Et bien qu'il fût malade à l'époque, il continue à jouer un peu les acteurs, quand même, les clins d'œil aux caméras. Il a un sourire très particulier. Enfin, il avait cette chose inouïe, d'être capable de parler à la télévision, ce qui est très difficile. Je suis bien placé pour le savoir. C'est un métier difficile à apprendre. Et lui parlait. Il chuchotait quasiment aux caméras, ça c'est assez... C'est-à-dire qu'il pouvait même prononcer ses discours avec un téléprompteur. C'est ça. Et personne ne s'en apercevait. Mais vous savez, je vais simplement faire une remarque. Le président Kennedy est assassiné en 1963. Le président Johnson quitte le pouvoir en 1969. Il est honni à cause de la guerre du Vietnam. Le président Nixon est obligé de démissionner en 1974. Le président Carter, vous l'avez rappelé... Sort par la petite porte. Eh bien, pour la première fois depuis déjà une trentaine d'années, le président Reagan sort par la grande porte. C'est déjà un héros. Et je crois que c'est cela qu'il convient de souligner aujourd'hui. Il est mort le 5 juin 2004, il avait 93 ans. Il y a un moment qui n'était plus que l'ombre de lui-même, il faut le dire. Ça, il était frappé par la maladie, donc il valait mieux qu'il ne se représentât pas en public. Merci beaucoup André Caspi. Je rappelle donc le titre d'un de vos ouvrages, un ouvrage essentiel, Les Américains, c'est aux éditions du Seuil, avec ses 2 tomes, Naissance et essor des États-Unis, et puis Les États-Unis de 1945 à nos jours. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire et bien entendu, chère Anne-Sophie, dès samedi pour un nouveau grand portrait. Merci Franck Ferrand, et dans quelques instants, Raphaël Antoven reçoit le professeur de philosophie Pierre Dulot pour nous parler de divertissement à l'occasion des départs en vacances sur Europe 1.